de vous n'a encore jamais venu à Proxylab. On va commencer par très rapidement une présentation de Proxylab pour que vous compreniez dans quel lieu vous êtes et pourquoi nous organisons ce type d'événement. Donc Proxylab, nous on est un réseau, ce qu'on appelle un cluster, autour de la robotique industrielle et également un centre technique. Notre but en tant que réseau, c'est faire en sorte que l'ensemble de nos membres adhérents, que vous pouvez voir en fait sur le panneau derrière moi, on a largement dépassé les 200 membres en début d'année. Donc c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos membres adhérents se rencontrent, se fassent confiance et ensuite fassent émerger des projets entre eux. On le fait avec une forte programmation événementielle, comme ce que nous faisons aujourd'hui, donc des rendez-vous tech, nous en avons plusieurs chaque année. Nous avons aussi d'autres types d'événements comme Full Robotics, qui est notre gros événement annuel en juin. Et au global, on organise entre 15 et 20 événements par an. Le but du jeu, c'était aussi une communauté dynamique au service de la croissance de nos adhérents. À côté, Proxinov, on est aussi un centre technique. Et en tant que centre technique, notre but, là, c'est plutôt d'aller accompagner des entreprises industrielles, plutôt PME, plutôt primo-accédantes, sur une robotisation sereine. Donc on va lever les verrous techniques, on va lever les verrous financiers avec nos partenaires, et on lève aussi les verrous humains qui sont en général les plus importants à lever pour aller vers la voie de la robotisation. Quelques chiffres clés, parce que globalement on est assez dynamique et assez fiers de ce que nous faisons. Donc 214 adhérents à la fin de l'année 2024. Là on a 30 nouvelles adhésions depuis le début de l'année, donc je vous laisse compter, c'est un beau palmarès et un réseau extrêmement dynamique. On a accompagné plus de 40 industriels aussi sur les 2 dernières années sur des sujets de robotisation, en général à chaque fois sur des thématiques autour de l'amélioration du poste de travail, de la relocalisation de lignes de production, de l'optimisation de sites de production existants aussi grâce à la robotisation. Et on est également un centre de formation. Donc, grâce à l'usine pilote, dans laquelle vous irez tout à l'heure à la rencontre de nos adhérents qui regroupe plus de 1000 m² de cellules robotisées, ça nous permet de faire des formations avec une bonne dose de pratique pour nos apprenants en formation continue et en formation initiale. Tant qu'on y est dans les chiffres, on existe depuis maintenant 13 ans. Dans les Pays de la Loire et depuis 1 an sur notre nouveau site en Normandie, ce qui nous permet d'augmenter en fait ce que nous faisons aussi pour nos adhérents. Donc on a rajouté 200 m² d'usine pilote en Normandie que nous appelons le Tech Lab. Et le but du jeu, c'est d'aller faire en sorte d'apporter notre savoir-faire aux industriels normands et d'ouvrir aussi de nouveaux marchés pour l'ensemble de nos adhérents historiques. Save the date sur notre prochaine programmation événementielle, dans ce qui est important. Le 15 avril, matinale cybersécurité, c'est le sujet dont nous parlons tous, mais nous n'osons jamais passer à l'action. Et du coup, c'est une matinale ici, le 15 avril, pour vous permettre de passer à l'action aussi sereinement sur la cyber. Ensuite, un rendez-vous tech sur la flexibilité industrielle que nous faisons en Normandie le 24 avril. Une présentation commune prospective robotique avec Pôle Pharma le 13 mai. Donc je sais que nous avons une représentante de Pôle Pharma ici, donc nous pourrons vous le présenter plus en détail toutes les deux si jamais il y a un intérêt. Le 12 juin, notre gros événement annuel, Full Robotics, avec notre assemblée générale en soirée également. Et un teasing en novembre sur notre prochain rendez-vous tech sur la transitique, donc robotique mobile, convoyage et tout ce qui sert à faire bouger des choses dans votre usine et votre intralogistique. On va commencer notre rendez-vous tech par la conférence d'ouverture et ensuite on vous demandera de faire un petit peu d'exercice et de se rendre dans l'usine pilote pour aller à la rencontre des exposants. Vous pourrez ensuite revenir à 11h pour notre table ronde. Et je vous invite vraiment à revenir nous voir ici pour la table ronde. Et après, vous serez bien sûr invités au cocktail networking du midi avant d'enchaîner sur les ateliers pratiques avec nos exposants. Maintenant, place à la conférence d'ouverture. Donc, je vous présente Sandrine Mollet, qui est fondatrice et dirigeante de Reverse System.
et qui va nous parler d'IA pour la production circulaire. La thématique est extrêmement intéressante. Voilà. Merci Sandrine. Bien, bonjour à tous. Je me présente, Sandrine Mollet, je suis la dirigeante de River Systems. Tout d'abord, avant de démarrer, je voulais remercier vraiment Proxinov et puis Jette Le Maître de m'avoir permis ou permettre de démarrer ce bel événement par cette conférence d'ouverture. Juste, je me cale un petit peu. Bien, alors surtout qu'on est là sur un territoire vendéen, donc un peu un fief de famille pour moi. Je suis basée à Nantes, mais c'est un territoire que je connais particulièrement bien ici. Donc on va parler concret surtout ce matin. Je sais que vous êtes, pour certains et beaucoup d'entre vous, des industriels ou en tout cas des acteurs qui baignent tous les jours sur les flux de production ou les flux de conception. Donc, sur le sujet, comment tendre vers une production circulaire grâce à l'IA. Alors, pour me présenter avant tout, moi j'ai 25 ans d'expérience, j'ai un profil un peu atypique, je suis une femme de terrain, entrepreneur depuis 25 ans, j'ai piloté 10 ans dans un grand groupe, à proposer de l'innovation aux industriels. Et j'étais moi-même direction de projet sur le terrain, mettre en place des solutions de traçabilité, RFID pour faire circuler par exemple 50 000 bacs et conteneurs réutilisables déjà il y a 5 ans dans les filières pêche. Donc autrement dit, déployer une technologie sur le terrain à 5 heures du matin auprès des logisticiens, des opérateurs. Ça n'a rien à voir avec le fait de développer une technologie quand on est dans une tour à la Défense, bien évidemment, ou quand je suis en cellule de programmation chez Enedis dans les camions, aux côtés des techniciens pour améliorer les interventions et mettre en place, améliorer les flux retour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va parler concret. On va démarrer. Juste me cale un petit peu sur la logistique en termes de présentation. On va parler concret, c'est-à-dire que je vais raconter un peu l'histoire, qui on est effectivement. River Systems, c'est donc une société qui a 4 ans, qui est basée à Nantes. Donc on est éditeur effectivement d'une technologie MMS qui permet le pilotage, l'optimisation et le réemploi des matériaux stratégiques dans l'industrie. En clair, c'est une technologie avancée de conception et de production. Et dans notre meilleur adage, ce qu'on dit, c'est que la meilleure chute, celle qu'on ne fait pas, la seconde, celle qui a un avenir. Donc on a eu la chance d'avoir plusieurs prix, et notamment le Grand Prix National Innovation 2024 dans la catégorie IA appliquée. Alors ce que je vous propose, c'est d'introduire avec l'IA, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'actualités, mais concrètement, de quoi on parle. Le deuxième point, c'est ce que je vais présenter comme retour d'expérience, c'est comment l'IA peut s'appliquer sur le sujet des matières premières. Il faut savoir que depuis la crise Covid, en fait, on a pris conscience que les ressources ne sont plus illimitées, qu'il y a des ruptures de chaîne d'approvisionnement sur l'aluminium, que les tarifs ont augmenté, etc. Et donc, avoir une vision aussi côté production, conception sous l'angle matière première, jusqu'à présent, c'était très peu adressé. C'est le sujet qu'on a craqué et on a appris. Donc on a appris et on sait maintenant que ça marche. On sait comment passer à l'économie circulaire. Ça, c'est incroyable. Je vais expliquer comment ça marche et quel rôle joue l'IA concrètement. Et ensuite, une troisième partie, quels sont un peu les enjeux pour mettre en place un projet d'innovation comme celui-ci,
ou en tout cas, plutôt, quelle démarche il faut avoir quand on veut se lancer dans l'IA. Une approche make or buy, ça dépend des stratégies d'entreprise, des préconisations, comment emmener l'entreprise. Et donc finalement, IA, pas IA, agir ou pas agir, et comment lancer une initiative. Voilà, c'est ce qu'on va aborder en espérant que moi je serais contente si effectivement vous avez appris des choses et si vous avez envie d'agir à l'issue, c'est effectivement l'objectif. Alors, pour introduire très rapidement sur l'IA, je fais juste un slide comme ça et après c'est du concret. On sait, c'est pas nouveau, qu'effectivement le sujet sur l'IA, il est créé déjà il y a plus de 60 ans avec derrière un ensemble d'évolutions technologiques, les systèmes experts en fait, qui étaient dans les années de 70 à 90 permettaient d'automatiser finalement les process, on appelait ça des systèmes experts à l'époque. Et puis ensuite, on a eu tout l'avènement des réseaux de neurones dans les années 90-2000 et qui ont permis, en tout cas, avec l'arrivée d'Internet, de voir l'émergence de la big data, donc énormément de données. Et aujourd'hui, c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est que la donnée, elle est partout. Elle est sur tous les systèmes, dans tous les domaines. En moyenne, sur un flux de production, vous avez plus de 8 systèmes et toutes les datas sont complètement hétérogènes. Donc, comment ça peut dialoguer ? Comment finalement lancer une initiative dans un contexte pareil ? Et puis, avec l'essor de l'IA générative, alors là, on rajoute encore une couche, si je peux me permettre, de complexité où on n'y comprend plus rien. Et on se dit comment on fait pour se lancer et entre tous les conseils, les experts, les spécialistes voilà, qui arrivent, forcément il faut essayer d'y voir clair là-dedans. Alors on respire un petit peu. L'IA, d'abord, c'est un terme qui est hyper mal défini et il n'y a pas de définition en tant que telle. Moi, mes équipes, ils n'aiment pas du tout qu'on parle d'IA et on en parlait assez peu. Donc les gens me disent « Ah, vous ne faites pas d'IA ?» Si. C'est parce qu'on n'est pas forcément d'accord, les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'on met derrière. La seule chose qui est commun effectivement à toutes ces applications d'IA, c'est qu'en fait, ce sont des aides à la décision. L'IA est là pour aider à organiser, aider à piloter, aider à prendre les décisions, mais en aucun cas ça remplace bien évidemment la validation humaine. Donc derrière, ça sous-tend en fait des principes, des modèles qui permettent d'aider à la décision et qui permettent de restituer l'information la plus pertinente et disponible possible. Moi, j'aime bien dire quoi sert l'IA toujours et quand on déploie l'innovation chez nos clients, concrètement dans les usines, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est d'abord ça l'intérêt, c'est on collecte de la donnée. Qu'est-ce qu'on apprend sur une chaîne de production, sur de la robotique, sur de la maintenance ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Donc comment on analyse ? C'est-à-dire vous prenez de la maintenance, par exemple prédictive, c'est comprendre quels sont les si vous voulez analyser les pannes par exemple, quels sont les types de pannes, quelle est la récurrence, la fréquence, sur quelle étape du process, etc. Et donc c'est comprendre tout, comment ça fonctionne. Et ensuite, une fois qu'on comprend comment fonctionne le flux, on pose un modèle, on pose ces caractéristiques-là et on se dit où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on veut mieux piloter, comment on veut avoir une vision en temps réel et du coup, qu'est-ce qu'on entreprend. Et ça marche plutôt bien et ça permet aussi d'embarquer les équipes et de conduire le changement avec des adages aussi qui sont simples comme ça. En termes pour amener un petit peu une définition sur les types d'approches en termes d'IA, il y a deux approches. L'approche statistique, en tête évidemment, c'est tout le modèle du machine learning qui est basé sur l'apprentissage.
je connais pas du tout encore votre niveau de degré de maturité. Alors, je voulais le faire, je voulais poser un sondage avant de démarrer. Excusez-moi, je vais revenir. Du coup, je vais quand même poser cette question maintenant. Dans la salle, qui sont les personnes qui ont mis en place déjà des initiatives ou des projets IA? N'ayez pas peur, on est là pour, entre nous. Ok, quelques personnes. 4-5 à peu près. Ok. Donc je présente quand même un tout petit peu la définition. Donc les approches statistiques, eh ben, effectivement, pour ça il faut avoir beaucoup de données sur ce type d'approche. On est vraiment dans un modèle d'apprentissage. Et donc toute la partie aussi générative, elle est dans cette catégorie-là. Et la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche d'optimisation, qui là, elle est basée sur la recherche opérationnelle. Et l'IA, par l'approche optimisation, elle est là pour rechercher une solution. Donc il n'y a pas, on est sur la construction d'un modèle, mais qui n'est pas basé sur l'apprentissage, qui est sur la construction d'un modèle basé sur l'analyse du problème, l'analyse des caractéristiques de vos flux. Et donc, c'est donc une recherche de solution. Le modèle, il est construit pour rechercher une solution. Alors que sur un modèle statistique, en fait, l'IA, il est là pour, montrer ce qu'on apprend et répondre aux questions combien, quand et comment finalement on peut traiter ces informations pour mettre en place ces aides à la décision. Donc quelques exemples sur l'approche statistique. Je vais améliorer mon inspection qualité, comprendre les flux, comment se passe la rotation dans mes magasins. En termes d'approche d'optimisation, voilà, on cherche des solutions, on veut améliorer sa tournée logistique, quelles sont les meilleures solutions possibles, comment je planifie ma production industrielle, comment j'organise mes entrepôts, mes usines, quelles sont mes solutions. C'est une chose que d'apprendre comment ça marche, c'est une autre chose que de se dire comment j'améliore et comment je pilote, en fait. Notre expérience à nous, c'est que je vais l'expliquer tout à l'heure, nous on a démarré par la recherche opérationnelle, en fait. Et aujourd'hui, on intègre le machine learning et combiner les deux, ça permet effectivement de compléter tous les modèles et surtout d'étudier la faisabilité de mettre en place la solution, les meilleures solutions possibles. Avant de passer au cas d'application, en fait, en quoi l'IA peut soutenir votre performance industrielle, il y a toujours trois choses. Peu importe finalement sur quel périmètre vous allez pouvoir travailler, sur vos flux de production, sur la robotique, sur la logistique, sur l'ensemble de la supply chain, c'est d'abord l'objectif de rechercher des applications en pilotage et en diagnostic, avec de la recherche d'informations, de la surveillance, du système d'alerte. Deuxièmement, c'est la manière de mieux organiser et manager tous vos flux de production selon votre activité de fabrication, planification avancée, maintenance prédictive par exemple. Et la troisième, c'est comment je manage toutes mes ressources. J'ai des pièces, j'ai de la matière, j'ai des camions et comment du coup je peux rechercher de la performance sur ces trois domaines-là. Voilà. Donc par rapport à une démarche d'IA, déjà structurer sa pensée en ayant une vision sur ses flux, c'est la base, c'est le point de départ. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Le mot-clé, c'est flux. Flux, c'est d'abord comprendre ses caractéristiques métiers et sur quoi vous voulez travailler avant de se lancer dans une initiative. Bien évidemment, on peut commencer par travailler sur un jeu de données pour en comprendre et voir comment ça marche. Mais l'important vraiment, si on veut quelque chose d'appliqué, c'est de comprendre quels sont les flux métiers ou les problématiques que vous voulez essayer de régler ou sur lesquelles vous voulez avoir une meilleure vision. Pourquoi
l'IA s'est accélérée aussi là, depuis très peu de temps. Eh bien, finalement, la crise Covid, elle a aussi démontré qu'on avait besoin d'anticiper, on avait besoin aussi de voir venir les choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche tous, quoi. On cherche tous à avoir une vision sur qu'est-ce qui se passerait si, comment je peux demain avoir un forecast, un prévisionnel pour pouvoir anticiper le plus possible. Et c'est vraiment ça l'enjeu de mettre en place des initiatives dans son entreprise. L'IA au service de la matière première, on sait que la matière première, c'est un sujet auquel nous, on s'est adressé. La matière première, c'est par exemple pour une menuiserie industrielle ou pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, c'est 70% d'une supply chain. Ça peut aller jusqu'à 40% du chiffre d'affaires. C'est aussi 70% de la consommation de gaz à effet de serre au sein des entreprises. Donc c'est un poids énorme. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, on ne s'y intéressait pas du tout jusqu'à présent. Et en fait, le nombre d'industriels qui me disent « mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? On n'a pas pensé à adresser cette matière première ?» Parce qu'on pensait que la matière, elle était renouvelable, elle était recyclable, et finalement, on ne se posait aucune question, on approvisionne de l'aluminium, tant qu'on en a, on peut produire, on peut fabriquer. Par contre, le jour où on n'a plus d'aluminium, où vos fournisseurs ils vous disent, ou vos gamistes, ils vous disent, les délais, il va falloir attendre 2 mois, là, vous avez le chômage technique dans toute votre industrie. Là, c'est plus pareil. Ou alors, quand vous passez de 1 500 € la tonne à 3 500, 5 000 € la tonne, par exemple, pour du baryté laqué sur de la menuiserie, là, c'est pareil. Vous êtes quand même sacrément impacté. Et donc là, on s'est attaqué, nous, à un sujet extrêmement concret, c'est effectivement d'appliquer l'IA sur la matière stratégique. Donc on a développé ce qu'on appelle, nous, un MMS, un Material Management System, qui permet en temps réel de caractériser, piloter et employer les matériaux stratégiques, l'aluminium, le bois, le composite, le titane. Et comment, en fait, on passe, je vais vous raconter comment on est passé de l'idée du problème il y a 4 ans à une première initiative terrain, à apporter des premiers services à des utilisateurs, mettre en place un POC, un MVP, un produit et une solution avec des gains, puisqu'en moyenne, on fait gagner 10 à 15 points de gain matière pour nos clients. Donc c'est considérable à l'heure actuelle au vu des enjeux économiques. 2020. 2020, c'est ça qu'on rencontre. C'est un peu flouté, c'est volontairement parce qu'on est quand même soumis à de la confidentialité. 2020, en fait, je discute avec Ariès Industries qui fabrique les ailes de fuselage en titane pour Airbus, puisque, pour information, j'avais monté un bureau d'études pendant 10 ans, donc en fait, avec toute une connaissance terrain que j'ai expliquée tout à l'heure. Il m'explique sa perte de matière, 33% de son titane partait classiquement au recyclage. Donc ça pèse 3,5 millions d'euros en valeur matière et c'est revendu 78 000 € à un ferrailleur. Alors forcément, là c'est une donnée qui m'interpelle et je me dis mais je ne comprends pas. Comment avec le lean on peut perdre autant de matière? C'est considérable, sachant que derrière, on a des gens qui vont au chômage. Et donc, je suis allée investiguer, je suis allée sur le terrain. Il y a plus d'une trentaine d'usines qui nous ont ouvert leurs portes. C'était Airbus, c'était Beneteau, c'était GE, c'était des plus petites structures aussi, des PME, des très belles PME qui font de la découpe sur de l'acier, de la découpe de tôle, des coupes de profilés. Et en fait, on s'est rendu compte, on a appris, on s'est attaqué à un sujet que personne ne voulait adresser, c'était le sujet des chutes de production. Et donc, ces chutes de production-là, moi, je me disais que
ce serait intéressant de les connaître même avant qu'elles soient dans la benne, parce que les chutes de production, c'est un tiers aujourd'hui de la matière approvisionnée dans l'industrie qui part à la benne. C'est énorme. Et pour autant, c'est de la matière qui est non altérée. Et donc, la fameuse question, ce serait génial si on pouvait connaître ces chutes de production avant même qu'elles existent physiquement. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a appris à collecter de la donnée et à caractériser en fait en temps réel ces chutes de production. Et en faisant ça, eh bien, on a appris à créer un procédé qui permet de passer à l'économie circulaire. Concrètement, je vais vous présenter un cas concret ici sur une menuiserie. 69 000 tonnes de menuiserie par an, de menuiserie fabriquée, 7 200 tonnes d'alu, 21 millions d'appros, et 18% de taux de chute. Donc on voit bien que c'est un coût considérable. Et pour autant, eh ben, aucune vision sur la matière, peu de réemploi et des chutes qui partent très classiquement au recyclage. Et donc, forcément, ça intéresse aussi les acteurs du recyclage. Plus vos bennes sont chargées, plus ça les intéresse. Et elles n'ont aujourd'hui, dans le modèle actuel, ça va forcément évoluer, parce que là, on est en train de bousculer les codes. Elles n'ont aucun intérêt à ce que vous maîtrisiez votre matière, vous la connaissiez, vous en fassiez le moins possible. Et en fait, l'enjeu quand même pour un industriel, c'est de connaître sa matière, d'en consommer le moins possible, ou en tout cas d'en gaspiller le moins possible. Donc comment, avec l'IA, on a pu, ou en tout cas une technologie basée sur la data, on a pu apporter une réponse. La première étape, c'est qu'on est remonté au plus tôt dans la chaîne de conception, ce qui a permis de passer à la production circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, en s'attaquant au système des chutes, on a appris à caractériser ces chutes en temps réel. Donc on sort un catalogue numérique sur ces chutes de production. Et donc, grâce à ça, eh bien, votre bureau d'études, eh bien, il a une vision en temps réel sur les chutes qui sont réemployables. Vous avez 36 000 découpes, 36 000 chutes. Et sur ces 36 000 chutes, vous avez, par exemple, 4 000 barres de plus de 5 mètres qui sont complètement réinjectables et réemployables dans le flux. Et donc, votre bureau d'études, là où tout le process est aujourd'hui linéaire, c'est-à-dire je veux fabriquer 3000 fenêtres, j'approvisionne de l'aluminium, je fais de la conception, je fais une mise en barre, je découpe, j'ai des chutes, je mets en benne, ça c'est le modèle classique. Eh bien aujourd'hui, nous ce qu'on permet de faire, grâce à la technologie, on permet à un bureau d'études, avant même la découpe, de réemployer, en tout cas de refaire une... Pardon, je vais peut-être être un peu technique, sauf s'il y a des menuisiers dans la salle ou des acteurs, de refaire une mise en barre, ou en tout cas de refaire une conception à partir de cette matière prévisionnelle. Et donc cette matière prévisionnelle avec les doteries, c'est donc les matériaux, ce qu'on appelle nous des matériaux de seconde vie, c'est de la matière qui a de la valeur, et donc on reconçoit avec cette matière en prévisionnel. Voilà un exemple de cas concret d'IA appliquée. Les moteurs de simulation, on a développé des moteurs de simulation, par exemple simuler des meilleures longueurs de profilés en fonction de ce qu'il faut approvisionner du 6,50 m, du 6 mètres, est-ce qu'il faut approvisionner du 7 mètres. Donc ces moteurs de simulation-là permettent aussi de prendre les décisions. C'est aussi l'aide à la planification avancée, l'aide à la mise en lot. Planification, je prends de l'avance, je ne prends pas de l'avance. Comment, en fait, finalement, sans dégrader mon taux de service, puisque ce qui est important, c'est de pouvoir livrer ses clients toujours. Donc, finalement, je prends en compte cette vision sur la matière et j'organise, en fait, toute
ma production en fonction de cette vision, de cette perte ou de ce gain matière. Voilà. Donc c'est un des enjeux, c'est évidemment en tant que technologie pour aider à prendre la décision, donc c'est avoir un prévisionnel et c'est ça l'enjeu. De remonter au plus tôt en amont et comprendre votre flux de bout en bout, end-to-end, et pour avoir cette vision d'ensemble. Donc ensuite, une fois qu'on a après cette vision-là, évidemment, au niveau des postes de découpe, eh bien derrière, il y a une vision automatisée sur l'aide au tri, l'aide au réemploi physique des chutes avec la traçabilité, la mise en stock, l'étiquetage. C'est un peu plus classique ici, mais on ne peut le faire là, c'est-à-dire qu'on passe du coup, on permet ce réemploi et donc ce passage à l'économie circulaire que parce qu'on est remonté au niveau de la conception en bureau d'études. Si on n'avait pas de vision prévisionnelle, on ne pourrait pas. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Jusqu'à présent, avant en tout cas, on ne savait pas réemployer. Il existe des plateformes de réemploi avec des fautes dans le bâtiment, avec des photos, etc. Sauf qu'il faut garantir le coût qualité-délai. Et tant qu'on ne peut pas avoir cette vision prévisionnelle avec quand est-ce que le flux il arrive, quand, comment, le volume, on ne peut pas prévoir ça. Donc là aujourd'hui ça fonctionne en termes de cas concrets. Et derrière, vous avez du coup toute la donnée aussi pour pouvoir gérer votre matériau de seconde vie. C'est-à-dire que en fait, vous savez exactement. Je garde toutes les barres au-dessus de 5 mètres, je mets la traçabilité en place et vous gérez votre stock, vous mettez vos racks et vous gérez votre stock de matériaux de seconde vie qui permet d'être réappelé dans les flux. Voilà. Donc avec toute la capacité à faire l'inventaire annuel. Et vous pouvez après consolider en fait avec la data tout un système de pilotage décisionnel. Vous avez la vision aussi en temps réel, en prévisionnel, en réel, en historique. Donc et en simulation, vous avez 4 données temporelles, l'historique, le prévisionnel, le réel et les simulations. Et donc piloter demain son industrie avec ce type de solutions, ce type d'outils et de données, ça vous permet sacrément d'anticiper et de prendre les bonnes décisions. Je vérifie un peu l'heure. Donc, en termes d'exemples, je vous donne quelques exemples. Je ne suis pas là pour vendre River Systems, mais plutôt pour parler de cas concrets. C'est ce que vous avez souhaité. Dit Jade. Donc ici, vous avez en bureau d'études le gisement prévisionnel de ces chutes de production. Donc je le disais tout à l'heure, 36 000 découpes, c'est 36 000 chutes. Eh bien, on sort le catalogue numérique de toutes ces chutes en 45 secondes. C'est considérable en termes de puissance de calcul. En temps réel. Avec les dauteries, vous avez même le dessin, c'est les vraies barres, c'est de la conception, c'est pas du petit dessin pour voir, c'est vraiment les dimensions en fait. Et avec les dauteries, je conserve pas, je garde pas. Ça crée un effet wow chez nos clients. Un autre exemple d'application, de service apporté pour nos clients, c'est les aides à la décision. Ici, on est sur de la simulation de longueur de profilé. Simuler en fonction de la fabrication de vos pièces, soit des tôles, soit des profilés, c'est considérable parce que derrière, ça veut dire que vous avez une meilleure vision sur comment ajuster vos approvisionnements. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu. Vous gagnez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points d'appro. Et ces 4 points d'appro, même 1 point d'appro, c'est énorme quand ça se chiffre en millions d'euros. Et donc, derrière, vous avez
une aide à la décision sur quel est le meilleur profilé, par exemple ici, à prendre en compte en fonction de votre période et de vos longueurs. Ici, on est au poste de découpe, donc ça c'est River Systems en production. Hein. Vous avez l'opérateur qui a, lui, la vision sur le flux qui arrive, de ce qui doit découper. Et donc, avec l'aide au tri, il sait exactement quelle barre il va avoir, quelle chute de production il va avoir, et donc laquelle il garde, qu'il met dans un rack à côté, parce qu'il va la garder, ça va créer un magasin, un stock de matériaux de seconde vie. Et donc, ça permet de faire ce réemploi soit dans la journée, soit dans la semaine. Enfin, c'est après toute une organisation logistique qu'il y a derrière. Mais vous avez la data pour pouvoir organiser tout ça. Ça remonte aussi dans le RP pour avoir le calcul de besoin net, le CBN, pour pouvoir reprojeter, replanifier en fonction de cette matière. Concrètement, c'est les résultats de ce qu'on a aujourd'hui en temps réel sur l'application de la technologie, avec une mise en production sur 18 centres de découpe. Donc, vous voyez, les chiffres, c'est le début, puisque nous, on a commencé à mettre en production depuis 6 mois seulement. Et donc, tous les jours, au quotidien, en fait, ça s'incrémente en termes de système et avec un calcul de gain carbone. Donc, voilà comment nous, en s'attaquant à ce sujet des chutes de production, et je peux vous dire, il y a 4 ans, très sincèrement, le nombre de gens qui m'ont dit « mais c'est quoi ton truc ?» Et alors là, je ne vous dis même pas les investisseurs qui sont loin de ces considérations industrielles, m'a pris pour une folle. Vraiment. Sauf que moi, je savais. Je savais que si on levait... Alors, il y a des verrous, hein, évidemment. Mais je savais que si on levait ça, on pouvait aller très loin et on pouvait vraiment passer à l'économie circulaire. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Mais avant d'arriver à ce résultat-là, ça a commencé par des initiatives très concrètes. Hein. On est allé voir sur le terrain. On est allé apprendre sur les flux. Quand j'ai dit que plus de 30 usines nous ont ouvert leurs portes, c'est qu'on est allé comprendre, poser des questions toujours, et comment ça se passe. Et là, moi, ce que je vous encourage, c'est aller voir vos équipes, aller discuter, aller voir comment ça se passe, surtout que tout est dans la tête aujourd'hui, beaucoup. Donc, allez chercher ça, poser les flux, formaliser ça, comprendre les problèmes, ce que vous voulez améliorer, là où ça coûte, là où il y a des peines, etc. Comprendre ça. Et ensuite, en fonction de votre maturité digitale, regardez là où, quelle data vous pouvez avoir et commencez par ça, par une initiative. Et ensuite, c'est comme ça qu'on avance. Nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Je peux vous dire qu'on a transpiré pendant 2 ans, mais on y allait étape par étape. Voilà. Donc, la mise en place, c'est quoi ? Je viens de le dire tout de suite, il faut penser flux. C'est vraiment important, ça. Et je sais qu'au quotidien, vous êtes chaque jour, sans doute, dans ces tâches, mais reprendre de la hauteur, c'est ça aussi, innover. C'est se dire qu'est-ce qui est important pour mon entreprise, qu'est-ce qui est important pour mon service, qu'est-ce qui est important pour le bureau d'études, méthode, comment je peux mieux concevoir, éco-concevoir, réfléchir à ça. C'est donc cibler cet objectif-là et projeter un service utilisateur. Nous, on a vraiment commencé par ça, avec une démarche agile, avec qui on sert le logisticien, le bureau d'études, méthode, on prend une casquette et on se pose la question. On a fait un exercice qui est hyper intéressant avec des Legos. Des Legos, c'est assez simple comme démarche, mais vous pouvez faire ça et vous pouvez... dans une salle, il y en a un qui met un bleu de travail, il y en a un qui met une casquette. Enfin, vous pouvez faire des ateliers assez ludiques comme ça, et ce qui permet de se mettre dans une configuration et vraiment dans un mindset ou dans une posture d'initiative, en fait. C'est vraiment ça. Donc ensuite, comment vous pouvez collecter la donnée, soit depuis votre RP, vos systèmes RP, votre système FAO, CAO, ou votre robotique, vos machines. Et ensuite, c'est poser un modèle que vous aimeriez bien avoir en termes de pilotage, en termes d'aide à la décision. Voilà. Et ensuite, c'est tester, itérer, quoi.
Voilà, en termes de... Je pense que j'arrive un petit peu au bout là, sur la conférence. En conclusion, IA, pas IA, agir, ne pas agir. Moi, j'ai envie de vous dire, IA, pas IA, ce qui est surtout important, l'enjeu, c'est la data, d'abord. C'est vraiment ça, avant de se dire d'aller, je fais des algorithmes d'optimisation ou de machine learning ou de statistiques, c'est d'abord de se dire quelle information j'ai. Enfin, moi, je suis très terre à terre, hein. Ça fait 25 ans que je suis dans les systèmes d'information et systèmes décisionnels ou de pilotage. C'est quelle information j'ai, qu'est-ce que je sais. L'enjeu, c'est d'abord connaître avant d'agir. C'est vraiment ça. C'était notre baseline, connaître pour agir. Et donc, oui, je veux dire, agir, il faut y aller. Il faut s'ouvrir et y aller étape par étape. Comment lancer une initiative ? C'est tout simplement démarrer par voilà, un périmètre sur lequel on a envie de travailler ou poser 2-3 pistes, une shortlist et commencer à poser juste voilà, quelques questions, déjà se questionner. Ça, c'est important. Donc, le postulat que j'ai, moi, c'est oser agir. De toute façon, il faut bien se dire que le train, il est en marche et que l'enjeu, c'est la connaissance. Donc effectivement, il faut pouvoir anticiper. C'est, excusez-moi, le principe de souris, pas facile. Essayez rapidement, ça c'est important. Accepter d'échouer, c'est échouer plusieurs fois. Et ça, il faut l'accepter. Mettez 5 000 €, 10 000, 20 000 selon votre taille, peut-être même 2 000, peu importe. Mais mettez un petit budget, mais acceptez, ne cherchez pas à avoir du résultat tout de suite. C'est l'apprentissage, le cheminement, c'est le fait d'apprendre, de tester, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se dit, ok, non, c'est pas la bonne voie, je cherche ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Il faut l'accepter, il faut le budgéter. Mais vous allez grandir à une vitesse et commencer maintenant, ou en tout cas cette année en 2025, ça veut dire qu'en 2026, 2027, vous allez déjà avoir vos premiers systèmes qui vont vous être choisis sur ce qui est important pour votre activité. Faire remonter ce qui marche. Et voilà, pour conclure, je dirais que toutes les belles choses ont un début. Il faut imaginer, il y a 4 ans, en plein Covid, quand je lance ça, c'est 4 millions d'euros d'investissement que j'ai mis. Donc c'est un vrai pari et qui fonctionne aujourd'hui. Et à l'époque, effectivement, on ne sait pas où on va, mais on y va par la conviction. Donc c'est aussi ça c'est l'envie d'agir. Si je puis vous donner envie d'y aller, ce sera déjà ça de gagner. Après, ce que je peux conseiller, c'est une approche make or buy. Il y a des tables rondes tout à l'heure. Certains ont la capacité à avoir leurs propres équipes, à y aller, lancer des initiatives, et d'autres plutôt à regarder les solutions qui se font. Peu importe, ce qu'il faut, c'est bien s'entourer, surtout être exigeant sur la manière d'aller chercher vos bons partenaires ou pas en interne. Soit vous voulez y aller en interne, aller chercher un effet miroir, soyez exigeant. Soit vous voulez structurer une démarche et vous allez chercher un profil qui va là-dessus. Soit vous voulez vraiment analyser, qualifier votre data, aller chercher un spécialiste, mais allez toujours chercher quelqu'un qui a un mindset opérationnel. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller, plutôt que d'aller chercher du conseil très conceptuel, quoi. Voilà. Merci. Je pense que nous allons avoir beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai une première. On a vu que tu utilisais beaucoup ton système sur du métal, donc aluminium, titane, du composite. Est-ce que, par exemple, ça marche aussi sur la construction bois ? Oui, en fait, nous, ce qui compte pour nous, c'est pas la propriété de la matière, c'est sa caractéristique géométrique. Donc aujourd'hui, on va sur de la matière stratégique parce que c'est celle qui a un coût, et on va chercher le ROI, parce que dans l'industrie, vous le savez, 1 euro, c'est 1 euro. Hein. C'est pragmatique. Les directions industrielles ou les directions générales, avant qu'elles investissent, il faut s'assurer qu'on a un ROI et que le ROI, il ne faut pas attendre 3 ans ou même 2 ans pour que ça tombe. Voilà. Donc l'aluminium, ça a des enjeux.
Et le bois, évidemment, on sait y répondre, on commence à avoir les demandes dessus, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y, ne soyez pas timide. Je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende. C'est notamment, est-ce que c'est possible d'envisager une version ouverte du système pour que d'autres partenaires l'utilisent? Alors oui, c'est deux choses différentes. Là, c'est l'ouverture du système et là, c'est la réutilisation des rebuts. Et un peu les deux, mais je vois la game. Alors oui, évidemment, en fait, nous, ce qu'on a appris à faire, c'est qu'on crée les matériaux de seconde vie. Quand forcément on est en sortie de découpe, quand on caractérise en fait cette matière, soit des tôles, soit des profilés réemployables, ça ne sert pas l'entreprise, l'usine en tant que telle, ça peut être reproposé sur le marché. Les chutes des uns sont les matières premières des autres. Le grand prix national innovation qu'on a eu, c'est Revive Interop. C'est l'objectif de standardiser ces matériaux de seconde vie parce qu'on va créer une banque des matériaux derrière pour qu'on puisse reproposer cette matière sur un territoire donné, que ce soit régional, national, européen, et permettre en temps réel, on sait qu'on a 3000 tonnes d'aluminium avec telle caractéristique, telle dimension, telle valeur aussi. Il faut imaginer que c'est fou, mais c'est bien ce que nous, c'est bien ce qu'on fait, quoi. Et ça, on le sait en temps réel. On a les moniteurs chez nous. Et on sait, on est présent sur 4 régions, Bretagne, Pays de Loire, Rhône-Alpes. On vient d'ouvrir Aquitaine. Et donc, on sait qu'il y a 3000 tonnes d'aluminium. On sait où exactement. Alors, bien sûr, on est tenu à la confidentialité, tout ça. Mais on a la connaissance sur cette matière. Et vous avez des industriels qui, plutôt que d'aller chercher de la matière aluminium non altérée, en Chine ou autre, elles ne le savent pas, mais il y en a disponibles à 50 km, à 100 km. Et tout ça, c'est caractérisé, c'est numérisé, et c'est en temps réel. Voilà. Donc après, le système, nous, on s'interface. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est une stratégie qu'on est en train de mettre en place, oui, pour ouvrir le système avec des ERP, avec... Voilà, pour que ce soit le plus ouvert possible. Oui, bonjour. Une question, comment vous intégrez tout ce qui touche la qualité perçue dans votre modèle? Oui, alors, bonne question. Alors, sur la qualité, les rebuts, en fait, on n'a pas, nous, de système d'inspection visuelle. Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle et qui font ça très bien. Donc nous, on va vraiment travailler sur la data qui est liée aux chutes de production. Et en fait, si effectivement il y a une anomalie de qualité, une rayure au moment de la production, ça c'est l'opérateur, c'est toujours l'humain qui lui, bien sûr, pilote son poste de travail. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en fait, l'intérêt de numériser et d'amener ce type de système sur des postes de pilotage, ça permet à un opérateur d'être vraiment autonome et de voir les tenants et les aboutissants qui arrivent, de ne plus être simplement exécutant. Donc en fait, lui, il va justement mieux piloter, organiser sa matière. Il voit effectivement qu'il y a un défaut. Donc le système, il prévoit, c'est-à-dire que s'il lui a dit, ok, tu conserves, et lui, il va dire, ah ben non, je ne conserve pas. Donc, c'est tactile et il le met dans le système. Et c'est bien encore ce qu'on disait tout à l'heure, l'humain, il est quand même là, mais il est beaucoup plus dans un rôle de pilotage. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, surtout aussi pour les jeunes qui arrivent. Il faut aller chercher les talents et donc être simplement exécutant avec le savoir-faire dans la tête, c'est en train de passer. Et amener effectivement ce type de connaissances et ce type d'informations pour mieux comprendre, mieux piloter, c'est un véritable enjeu pour les années qui sont devant nous. Pascal, tu as une question? Alors, au tout début, vous avez dit qu'il faut réfléchir flux. Sur l'exemple de la menuiserie, quand vous récupérez des chutes, mettons sur 2-3 références, vous venez de multiplier par 3 ou 4 les positions magasin, donc par 3 ou 4 l'emplacement qu'il va falloir pour les stocker. Comment est-ce que vous appréhendez cette difficulté numérique, puisque vous aviez parlé d'une identification et d'un lien avec le RP,
Donc vous multipliez grosso modo par 3 les références, parce qu'il y a la notion de distance qui va intervenir. Comment est-ce qu'en termes de retour sur investissement, vous prenez en compte cette complexité de l'augmentation du nombre de références au profit du recyclage, alors que j'aurais pu choisir une filière plus classique d'évacuation, de valorisation de mon aluminium au travers une fonderie, au travers autre chose, mais pas le réemploi, ce pourquoi le semi-produit a été acheté au départ. Alors après, c'est une décision, encore une fois, la technologie, c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fonction, on paramètre en fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez réemployer tout ce qui est au bout de 5 mètres, enfin en barre de 5 mètres, parce que ça vous fait économiser vos approvisionnements, ben, ça c'est le système. Et après, tout ce que vous voulez évacuer en benne, ben, c'est le système, il vous le guide en fait, hein. Il vous donne les directives. Après, vous avez l'information pour organiser votre magasin. Donc vous avez... le magasin qui, aujourd'hui, il faut se rendre compte, tout à l'heure, on a vu ce qu'on appelle des parcs à chutes en menuiserie ou des forêts de chutes. Il y en a partout, à tous les endroits dans les usines. Donc, c'est des dizaines de points de spots. Et quand les barres ne sont pas utilisées, au bout de 6 mois, c'est évacué. Et parce que ça prend de l'encours au sol, ça coûte cher. Donc là, ça permet d'organiser. Soit, effectivement, on a un stock à la journée. En fait, on sait qu'à la journée, vous avez une capacité à réemployer ces chutes sur votre flux, soit sinon ça repart dans un magasin qui est géré à côté, un magasin de matériaux de seconde vie. Donc ça permet d'organiser et de prendre les décisions. En tout cas de les prendre. Après c'est votre choix en tant qu'industriel. Mais vous avez la vision sur qu'est-ce qui est meilleur économiquement et d'un point de vue environnemental. Et il y a une menuiserie qui l'a mis en œuvre, ce système-là. Ah oui ? Oui, pas qu'une. Pas qu'une. Il y a des grosses. Et non. Et là, on est aussi dans l'aéronautique. Et ouais, on était assez discret jusqu'à présent, mais ça commence à faire un petit peu de bruit là. Merci beaucoup pour cette présentation qui était super intéressante. Est-ce que l'étape d'après, c'est de dire aux industriels arrête de découper tes pièces comme ci, comme ça, tu minimiseras encore tes chutes? Donc de recommander finalement de la modification de taille, de forme de pièces pour optimiser encore un cran plus loin la matière. Mmh. Alors on distingue chez nous ce qu'on appelle la 1D, la 2D dans la découpe. C'est clair qu'on fait bouger les choses sur les procédés de découpe. On a déposé 2 brevets pour information qui sont en développement au niveau international. Donc 2 brevets de caractérisation prévisionnelle de la matière. Donc sur la menuiserie, on est sur la 1D. Donc 1D, on découpe un profil au sens mathématique du terme, c'est un trait de découpe. Et 2D, c'est les tôles. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, la meilleure chute, c'est celle qu'on ne fait pas. On remonte en conception. Donc en fait, on est complémentaire à des logiciels d'imbrication, pour ceux qui connaissent un peu la problématique de découpe dans les tôles. Et nous, on ne fait pas d'imbrication, c'est pas notre métier. Et vous avez des spécialistes comme Alma par exemple ou autres qui sont très spécialisés. On vient apporter une brique complémentaire qui permet de faire ce qu'on appelle de l'imbrication dynamique, c'est-à-dire qu'on tient compte des caractéristiques de votre supply chain. Et du coup, de pouvoir proposer la meilleure chute, la meilleure façon d'imbriquer, finalement. J'imbrique d'une telle façon que je produis des chutes qui soient réemployables. Voyez ? Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer à l'étape suivante de notre programme. Non. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sandrine. Merci pour cette conférence ô combien passionnante et je pense qui inspire, qui questionne et qui, je l'espère, donne envie d'agir.